Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maxime Vanhoenacker, je travaille comme chargé de recherche en anthropologie au CNRS. Je vous propose ici, sous la forme d'un diaporama commenté, le compte-rendu de la session de travail que nous avons partagée le 21 novembre dernier lors du Carrefour des fabriques d'initiatives citoyennes qui s'est tenu à Paris. Donc il s'agit du compte-rendu de la première après-midi de travail, celle du mardi, de 14 heures à 17 heures. Le programme était le suivant. Tout d'abord, je vous ai proposé une intervention sous le titre Quelle citoyenneté se joue dans nos pratiques locales, ou qui a occupé la première heure de cet après-midi. Cette intervention avait été préparée avec Mark Face, le coordinateur du dispositif des fabriques, comme un dialogue possible entre ce que nous travaillons de notre côté à l'université ou dans la recherche sur ces questions de citoyenneté et ce que vous expérimentez, vous, en tant que militant, praticien, responsable de structures d'éducation populaire, sur ces mêmes questions de citoyenneté. Effectivement, le thème commun, c'est directement la fabrique de la citoyenneté. C'est en partie le nom du dispositif qui vous réunit, et c'est aussi un objet pour nous de recherche, notamment dans le cadre d'un séminaire à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, que je coordonne avec Catherine Neveu, ma collègue, et qui s'intitule Anthropologie des processus de citoyenneté. On avait déjà d'ailleurs travaillé avec Mark Face l'année dernière, puisqu'il était venu présenter le dispositif FIC dans le cadre de ce séminaire, à la suite, présentation à la suite de laquelle des étudiants du séminaire avaient observé et pris part à des activités FIC à Paris et en Île-de-France pour nourrir leur questionnement universitaire sur la citoyenneté à partir de situations réelles de mise en œuvre de ces questions. Donc voilà, on sait qu'il y a un intérêt commun et croisé et on souhaite le mettre en dialogue. À la suite de cette intervention, on vous a proposé un questionnaire qui permet d'observer de manière concrète et pratique, dans des situations de terrain, ce qui peut se jouer en termes de citoyenneté. Donc ce questionnaire vous a été remis d'abord individuellement, puis il a constitué la base d'un travail en groupe pour environ une heure. Et à la suite de ce travail collectif, on a partagé une restitution par groupe et un débat en séance plénière pour la dernière partie de l'après-midi. Donc à partir de ces éléments, j'ai construit ce compte-rendu et j'y ai ajouté euh, d'une part les discussions plus ou moins formelles qui ont poursuivi la session de travail, le jour même notamment, et les retours des questionnaires d'évaluation que vous avez remis à Marc pour ce qui concernait cette session de travail. Alors ces questionnaires étaient relativement positifs dans leur appréciation, mais ils pointaient deux écueils. D'abord, le manque de temps pour approfondir les échanges autour de ces notions, parce que c'est évident que ça prend du temps d'aborder une notion aussi lourde de sens que la citoyenneté, et ça mériterait bien sûr des échanges, des discussions et des mises en commun bien plus approfondies. Le deuxième écueil était l'impression exprimée par certains d'entre vous que ça restait une présentation trop descendante, peut-être trop théorique. Euh, Ça renvoie à la même question, hein. C'est très difficile de parler de cette question de la citoyenneté sans être normatif, sans convoquer des propositions théoriques ou des exemples historiques qui parfois euh, relèvent un peu d'un discours de spécialiste. Donc ce compte-rendu a été reconstruit en partant essentiellement des échanges que nous avons eus pour essayer de tirer certaines ficelles en termes de conclusions provisoires sur ce qui se joue en termes de citoyenneté dans nos pratiques locales. Je vais tout de même commencer par revenir très brièvement et synthétiser l'intervention que je vous avais faite au départ, puisque c'était le point de départ de cette discussion. Quelle citoyenneté se joue dans nos pratiques locales? Une intervention en 7 points. Le premier, de quoi la citoyenneté est-elle le nom? Derrière ce point et derrière cette formule, l'idée était de saisir qu'on est ensemble confrontés à un même contexte, celui où se multiplient les usages et les appels à la citoyenneté par différents acteurs. Bien sûr, les acteurs étatiques et gouvernementaux, mais aussi on appelle à des citoyens du monde, des citoyens européens, des citoyens locaux, et pas uniquement sur des questions de participation politique, hein. On voit aussi des entreprises citoyennes, des projets citoyens en tout genre, de la consommation citoyenne. Voilà, donc c'était un peu d'abord réfléchir à ce moment-là, une espèce de d'appel tous azimuts à la citoyenneté qu'on date qui aurait émergé dans les années 80, il y a à peu près 4 décennies, hein,
à partir d'une crise de la démocratie représentative que serait venu combler d'une part des pratiques participatives et puis des appels à participer dans tous les champs et dans tout type d'activité possible. Donc il y a cette idée de participation active des citoyens derrière, dans un moment particulier qui nous réunit finalement tous ensemble. Le deuxième point, qu'est-ce que la citoyenneté ou qu'est-ce qui est appelé citoyenneté? C'était une proposition, vu ce contexte où finalement différentes définitions de la citoyenneté, différents appels à la citoyenneté peuvent rentrer, si ce n'est en discussion, voire en concurrence, de peut-être éviter de chercher une définition stricte, voire pure de la citoyenneté. Qu'est-ce qui serait la citoyenneté une bonne fois pour toutes et une seule fois pour toutes? Mais plutôt de réfléchir à ce qui est appelé citoyenneté par les différents acteurs en fonction de ce qu'ils proposent sur le terrain ou dans les dispositifs mis en place. Cette proposition de regarder ce qui est appelé citoyenneté nous a mené à étendre la conception du domaine politique. Dans une conception classique, la citoyenneté, c'est essentiellement une citoyenneté, un lien à l'État-nation qui passe par le vote, la participation électorale, mais aussi les impôts et la conscription. L'idée était d'étendre ce domaine du politique à de la micro-politique, à des choses qui peuvent se jouer au quotidien, à la fois dans des projets militants, voire subversifs, mais aussi dans des projets très ordinaires. On peut regarder à la fois ce qui se passe à Nuit debout ou dans les ZAD, mais aussi dans des jardins communautaires qui sont des espaces où peut se construire une idée de la politique, un sens de l'action politique et de la responsabilité politique. Le quatrième point était ce lien presque fonctionnel entre, d'une part, les citoyens et d'autre part, les institutions. L'idée générale étant que pour fonctionner, les institutions démocratiques, à la fois civiles et politiques, ont besoin de citoyens formés et prêts à les utiliser, donc à faire usage de leur citoyenneté, mais aussi à garantir finalement ce fonctionnement démocratique. Et donc là-dedans, l'éducation joue un rôle majeur, et on l'a vu, on en a largement discuté ensemble, c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre le rôle de l'école en France dans la formation des citoyens. Est-ce que sur ces questions de formation à la citoyenneté, ce qui est proposé par l'éducation populaire peut être considéré comme une alternative à ce qui se passe à l'école? On a notamment discuté de cette position de l'école qui est très monopolistique. L'école s'est recentrée sur elle-même comme le seul lieu de formation des citoyens, ce qui a entraîné une certaine rupture des partenariats, une fermeture de l'école sur elle-même, un retour à des formes de pédagogie, on va dire, moins innovantes qu'elles n'ont pu l'être dans l'immédiate après-guerre. Voilà, tout un tas de facteurs qui caractérisent l'éducation, la citoyenneté aujourd'hui à l'école, avec le retour de l'enseignement moral et civique, des chartes de la laïcité, avec peu de participation finalement des élèves. Est-ce que dans ce projet de formation à la citoyenneté, l'éducation populaire représente une alternative et en quoi? Enfin, on avait vu un certain nombre d'ambiguïtés de cette notion de citoyenneté quand elle se traduit concrètement dans des projets. On avait notamment comme ambiguïté majeure le fait qu'il s'agit à la fois de permettre à des citoyens d'envisager la transformation sociale, le changement, tout en leur demandant, en leur, en leur donnant des injonctions à une certaine loyauté et à un certain consentement à l'ordre établi. Donc cette tension entre le consentement d'une part, le consentement à l'ordre tel qu'il existe, et la possibilité de le transformer. Une autre tension qu'on avait vue comme traversant l'ensemble de ces actions de citoyenneté est celle entre l'autonomie d'une part, revendiquer l'autonomie du citoyen critique, de son esprit critique, de son libre arbitre, et d'autre part, lui imposer souvent une forme d'héritage qu'il doit assumer. Donc cette tension entre autonomie et héritage est une autre des tensions qui traverse la citoyenneté. Enfin, la question de l'intérêt pour la politique, est-ce qu'il y a vraiment euh, une réelle, un réel désir de faire participer tout le monde à cette chose publique, à la politique au sens du droit de cité, possibilité de prendre part aux affaires de la cité, ou est-ce que certains ne sont pas intéressés,
Ou alors, est-ce que derrière cette idée de citoyenneté, il y a surtout un projet de normalisation des comportements qui vise à viser certains publics, hein, souvent publics jeunes, des populations soit directement immigrées, soit issues de l'immigration qui restent largement visées et stigmatisées dans des dispositifs de politique publique. Ce seraient ces populations en particulier pour lesquelles il faudrait se poser la question de leur bonne citoyenneté ou non. Voilà, donc toute une série d'ambiguïtés, hein, qu'on reprendra ici dans ce compte-rendu, mais qu'on avait d'abord présenté de manière un petit peu générale. Et cette présentation s'était terminée par un questionnaire, donc pour essayer d'observer concrètement la citoyenneté qui pouvait se jouer dans les pratiques locales. Je vais reprendre ici ce questionnaire dans les grandes lignes et puis on va le détailler dans la suite de ce compte-rendu. La première question, qui utilise le terme de citoyenneté dans notre association ou structure, visait à suivre, hein, vous avez vu cette proposition de regarder ce qui est appelé citoyenneté. Donc prendre le mot au sérieux, voir qui l'utilise et dans quelle situation. C'est une question qui a été assez fructueuse dans la discussion. On verra aussi que les occasions proposées finalement sont assez limitées. Ça nous renseigne aussi sur ce que veut dire ce terme. La troisième question était à nouveau liée à l'usage précis de ce terme de citoyenneté, mais non plus dans la structure, dans l'association, mais chez les partenaires. Également en se demandant à quelles occasions ce terme, ce mot si spécial de citoyenneté était utilisé. Enfin, dans ce premier groupe de questions, le dernier point concernait la possibilité d'utiliser d'autres mots qui viendraient plus facilement à l'esprit pour parler des activités quotidiennes, de participation, d'accompagnement de public. Donc voilà, il y avait une série de propositions, animation, engagement, empowerment ou solidarité, et vous en avez donné beaucoup d'autres sur lesquels on va revenir. Ça, c'était un premier bloc de questions qui a plutôt bien fonctionné dans la discussion. Et puis, le reste des questions que j'affiche tout d'un coup ici ont été peut-être moins efficaces, mais elles ont produit des effets qui n'étaient pas prévus. Donc il y a une certaine forme d'efficacité quand même. La première était quel décalage entre les discours et les pratiques peut-on constater? La seconde, qui est exclu des projets ou des pratiques de citoyenneté, hein, qui est persona non grata, qui n'accepte-t-on pas finalement, qui n'accueille-t-on pas dans ces dispositifs ou dans ces activités? Et puis venait la question des usages et des limites euh, qui ont finalement suscité assez peu de retours de votre part. Donc bon, on y reviendra, mais peut-être plutôt en creux. Sur la première question, vos réponses ont été assez uniformes, assez homogènes. La citoyenneté, c'est avant tout un mot qui est utilisé dans les structures par la direction, les cadres, les professionnels ou les administrateurs. Donc on sent que c'est un mot qui fait partie du vocabulaire ou qui est une ressource pour une certaine catégorie d'acteurs, plutôt des acteurs de statut élevé dans la structure, soit au niveau, voilà, soit un niveau de direction, soit un niveau de spécialisation particulier. Les termes que vous aviez utilisés pour qualifier aussi ce groupe particulier des usagers de la citoyenneté, c'était les têtes pensantes, ceux qui emploient les beaux mots ou encore les initiés. Je trouvais ça très intéressant, cette notion d'initié, puisque cela signifie que il y aurait un processus en partie secret, hein, dans l'initiation, il y a cette notion de secret, par lequel on pourrait acquérir l'usage de ce terme-là et qui conférerait en retour un statut tout particulier. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que ça a été associé à certains jeunes ou bénévoles, c'est-à-dire que ce n'est pas réservé à une caste, on peut dans la structure, en suivant une certaine formation, pas forcément transparente si on parle d'initiation, hein, accéder à cette ressource-là. Qui utilise ce terme de citoyenneté chez nos partenaires? Là également, les réponses étaient assez unanimes. Les partenaires institutionnels, État, collectivités, éducation nationale, CAF, DR, JSCS. Globalement, c'est une catégorie donc d'élus, de spécialistes, de ceux qui en vivent. Donc il y aurait encore cette idée de spécialisation autour de cette notion de citoyenneté, hein. Il y a des acteurs autorisés qui peuvent manier cette notion et en discuter presque entre eux.
Mais également, et ça c'est un autre point intéressant qui était un peu moins important dans les réponses, mais euh, qui mérite tout de même d'être souligné, les autres fédérations ou ce que vous avez appelé des mouvements citoyens sur les territoires. Bon, on peut imaginer que si c'est d'abord un terme utilisé par des élus, des spécialistes, euh, dans une relation avec chacune des structures, des associations que vous représentez, c'est aussi un terme derrière lequel se retrouve peut-être un ensemble d'acteurs. Et effectivement, les mouvements d'éducation populaire se retrouvent derrière cette ambition complémentaire à l'école, en tout cas une grande partie d'entre eux, de formation des citoyens. Donc il y a peut-être aussi cette idée d'un champ euh, autour de cette éducation à la citoyenneté qui permet ou qui impose presque l'usage de ce terme. Peut-être qu'il faudrait regarder les agréments qui lient vos structures au pouvoir public et savoir si l'usage de ce terme de citoyenneté même n'est pas un passage obligé, notamment dans l'agrément jeunesse et éducation populaire. À quelles occasions? Donc là, je vais prendre une partie des occasions et on reviendra sur les autres occasions. Donc, occasions, euh, enfin, les occasions auxquelles on utilise ce terme de citoyenneté. Ces occasions, ce premier groupe d'occasions répond complètement à ce qu'on s'est dit précédemment, c'est-à-dire à cette relation un peu spécifique entre certains acteurs de la structure et les élus ou les partenaires institutionnels, c'est-à-dire les techniciens qui remplissent les CERFA, les appels à projets, hein, c'est quelque chose que vous avez beaucoup mis en avant, donc ce sera un passage obligé de parler de citoyenneté quand on répond à un appel à projet. Vous seriez quelque part des, des spécialistes, il faudrait vous positionner comme spécialiste de la citoyenneté dans ces dispositifs d'appel à projet. Vous avez aussi mentionné l'association, par exemple, prévention et citoyenneté. Donc, il y a des politiques publiques, hein, là, en termes de prévention de la délinquance, qui imposent le recours à cette notion de citoyenneté. On a aussi dit du bout des lèvres, mais ce n'était pas anodin, que la fabrique d'initiatives citoyennes, qui emploie ce terme de citoyenneté in extenso, hein, fabrique d'initiatives citoyennes, représentait aussi en un sens une certaine opportunité économique pour les structures, ce qui veut dire que effectivement se positionner sur la citoyenneté, faire usage de ce terme-là, c'est aussi une certaine opportunité, c'est-à-dire que des dispositifs sont organisés pour que vous vous positionnez en tant que spécialiste de ces questions pour accéder euh, à des ressources financières, à des ressources institutionnelles, à des ressources partenariales. Donc c'est aussi un terme qu'on retrouve dans la communication externe, hein, ce qui va de pair avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il faut se présenter comme des opérateurs de citoyenneté. Euh, on va retrouver ça dans l'écriture des projets éducatifs et dans les formations, notamment BAFA et AFD. C'est-à-dire que c'est finalement un terme qu'on utilise beaucoup vers l'extérieur pour se donner une image publique, ou en tout cas dans un champ avec des partenaires, des institutions. Il faut C'est un mot de ralliement, un mot-clé qui nous permet d'exister en tant qu'acteur, mais essentiellement à l'extérieur de la structure. Donc le premier élément de discussion que je vous propose dans ce compte-rendu, c'est cette asymétrie dans l'usage du terme. Euh, les énoncés que vous aviez utilisés dans vos propres mots, dans vos propres formulations étaient les suivantes, celles que j'ai retenues, hein. Vous parliez énormément d'injonctions dans les dispositifs, c'est-à-dire d'obligations qui vous sont faites finalement de vous positionner sur ces questions de citoyenneté par, par des partenaires qui détiennent une forme de pouvoir, en tout cas qui sont aux commandes. Euh, et vous remarquez aussi que ça ne parle pas au public que vous accueillez. Donc il y a vraiment cette idée d'asymétrie euh, entre ces mots qu'on doit utiliser pour les partenaires extérieurs et la difficulté euh, de faire rentrer ce mot, cette notion de citoyenneté dans des pratiques ordinaires et quotidiennes au sein de la structure. Vous aviez aussi largement détaillé ce lien qui vous lie à ces partenaires. Euh, donc c'est cette formulation, la dernière formulation de cette diapo, hein. On répond à un manque, à un désengagement de l'État. Entre guillemets, faites de la laïcité, ou on pourrait imaginer de la citoyenneté sur votre territoire, vous êtes bon. Donc vous seriez finalement des partenaires en partie instrumentalisés par des pouvoirs publics qui, s'étant désengagés de certains territoires et de certains publics, comptent sur vous pour mener à bien cette mission de service public.
cela nous renvoie à ce qu'est finalement ce terme de citoyenneté, et notamment le fait que ce soit une relation, hein, on vous demande de faire de la citoyenneté, de mettre en relation des gens autour de ce terme-là, mais qui soit défini par d'autres, par l'extérieur. Donc ça nous rappelle ce qu'on a déjà évoqué, hein, cette crise de la citoyenneté qui serait devenue permanente dans les années 80, défiance envers l'ensemble des institutions de la démocratie représentative, mais aussi depuis une certaine vision critique de la démocratie participative qui était censée pallier à, à, à cette défiance. Et pourtant, on renouvelle ces appels tous azimuts à la citoyenneté. Le tournant participatif s'étend et élargit ses publics. On participe désormais en tant que patient dans le domaine médical, en tant que consommateur citoyen dans ses activités quotidiennes qui sont liées à l'alimentation, mais on participe aussi à la vie de son quartier. Voilà, il y a cette idéologie de la participation à tous les domaines dans lesquels nous sommes tous pris, nous en tant qu'effectivement chercheurs, enseignants, puisque ça se joue aussi dans nos relations avec les enseignants, et vous en tant que praticien, professionnel ou militant de l'éducation populaire. Il y a aussi derrière cela l'idée qu'il y a un usage, il y a une mode de la citoyenneté. C'est une notion qui est largement utilisée, et qui est même, on peut le dire, en partie galvaudée, pour appeler globalement à l'adhésion et à la participation du plus grand nombre. On va multiplier ces injonctions à la citoyenneté. Ça nous rappelle aussi que à chaque fois que ce terme est utilisé, cette notion de citoyenneté, parler de citoyenneté, le simple fait d'utiliser ce mot-là suppose une position normative, au sens où parler de citoyenneté, c'est imaginer une bonne société, une société idéale, meilleure, dans laquelle les bons citoyens seraient conformes à ce modèle de de bonne société et participeraient en tant que citoyenne, en tant que citoyen, participeraient d'une certaine façon. Donc il y a toujours cette idée de normativité quand on parle de citoyenneté. C'est aussi pour ça que c'est une notion qui est difficilement abordable et discutable collectivement, puisque elle est souvent portée par des acteurs qui campent sur leur position. Pour certains, la citoyenneté, c'est inclure tout le monde. Pour d'autres, c'est que chacun joue son rôle en fonction de ses moyens ou de ses besoins. Il y a tout un tas de théories possibles, elles ne sont pas toutes équivalentes, mais à chaque fois, en tout cas, c'est une certaine norme qui est promue quand on utilise ce terme de citoyenneté. Je reviens à ce que vous avez mis en avant comme occasion durant lesquelles ce mot de citoyenneté était utilisé. Vous disiez, ça c'est un deuxième bloc de réponse, on n'utilise pas ce terme institutionnel qui ne nous parle pas, ou seulement en contexte, pour des actions de citoyenneté. Ça a été assez rare en fait que vous envisagiez comme ça des actions concrètes de citoyenneté. On sent qu'il y avait vraiment une étrangeté. Et quand on a essayé de creuser un peu, quelles actions de citoyenneté parle-t-on? Il y avait deux exemples. Il y a deux exemples qui sont ressortis. Le premier est une action à partir d'outils pédagogiques sur la citoyenneté. Donc c'est-à-dire que le contenu, ce que ça veut dire cette citoyenneté, c'était déjà défini par une ingénierie pédagogique qui a permis de faire des outils. Et ces outils, en les réintégrant dans vos activités quotidiennes, peut-être sur l'incitation à la participation électorale ou je ne sais quoi, vous ont permis d'être dans une action de citoyenneté. Donc ça venait encore de l'extérieur. Et puis, le deuxième exemple était l'exemple d'un forum avec des associations caritatives. C'est un exemple critique proposé par l'un d'entre vous qui ne souscrivait pas à ce type d'action de citoyenneté, mais c'était l'exemple qu'il donnait. Effectivement, cette idée de forum est intéressante aussi parce que ça suppose que dans cette norme de citoyenneté, la citoyenneté, ça suppose d'être en forum, c'est-à-dire réunis les uns avec les autres dans un espace où on puisse discuter de manière posée, rationnelle, avec une discussion argumentée. Voilà, donc c'est quand même des aspects assez normatifs de la citoyenneté, mais qui semblent échapper largement à vos activités quotidiennes, puisque vous dites soit ça ne nous parle pas, soit à minima, c'est ces choses qui nous sont finalement dans des formes qui sont proposées par d'autres. En revanche, lorsqu'on discute
des autres mots qui viennent à l'esprit pour qualifier vos pratiques quotidiennes. Là, il y a un foisonnement de termes, de relations, de prise de position qui vient aussi nous renseigner en creux sur ce que la citoyenneté ne permet pas de dire ou de faire. Donc là, je vous les ai mis globalement, hein, avec en gras ceux qui ressortent le plus souvent, hein, les questions de la politique et la question de l'engagement, mais avec un groupe, voilà, participation, engagement, expérience et action, donc une idée vraiment voilà, d'action, de rôle actif, faire circuler la parole, créer du commun, donc il y a être actif et construire quelque chose, faire vivre collectif, partage, solidarité, entraide. Et puis les deux dernières lignes, hein, démocratie, esprit critique, pardon, puis politique, pouvoir d'agir, conscientisation, prise de position et contestation, sont des termes qui sont éminemment politiques. Mais donc la citoyenneté d'une part et d'autres termes pour qualifier l'activité politique d'autre part. Ensuite sont venues les réponses à la question des décalages entre les discours et les pratiques. Alors là, il y a eu un quiproquo, puisque moi j'imaginais qu'on puisse identifier peut-être plus directement et plus clairement des actions ou des activités relevant de la citoyenneté. Alors ça marche bien par exemple quand on est dans un conseil de quartier ou qu'on a un dispositif qui est déjà prêt, on peut l'identifier et on peut se dire voilà, dans ce dispositif on prétend ouvrir la parole aux habitants, hein, donc ça c'est le discours, et puis dans les pratiques, il y a certains habitants qu'on veut pas parce qu'ils parlent trop fort, parce qu'ils crient ou parce qu'ils sont déjà politisés, on n'en veut pas. Voilà, donc on cherchait à identifier ces décalages-là. Sauf que puisque l'activité de citoyenneté est finalement pas quelque chose qui a mobilisé, en tout cas sur lequel on a pu mettre des exemples concrets, vous m'avez parlé d'autres décalages. Euh, le fait que le terme était largement galvaudé, que chacun avait sa définition, hein. Enfin, vous avez bien relevé la contradiction entre les acteurs associatifs d'une part et les autorités de l'autre. Vous avez utilisé aussi le terme de transmetteur-récepteur, qui est vraiment à l'image de cette relation qui viendrait d'un point A pour aller à un point B, alors qu'on peut imaginer que la citoyenneté ce soit aussi de B à A. Vous avez également bien mis en avant pardon, ce décalage entre ceux qui parlent de la citoyenneté et ceux qui agissent sur les territoires. Donc le fait qu'il y ait presque un divorce entre ce discours de citoyenneté qui soit devenu un discours d'institution et puis ceux qui sont dans l'action et qui n'utilisent plus ce terme-là, en mentionnant en plus quelque chose, une difficulté particulièrement intéressante et pertinente, le fait que finalement sur les territoires on est dans des formes très locales de participation, alors que la citoyenneté ça a une prétention beaucoup plus globale et générale et que ces deux logiques ne se rencontrent pas. Bien sûr, les décalages entre les discours et l'implication. Alors là, j'imaginais plutôt, c'est-à-dire ce décalage entre un discours de citoyenneté avec l'image, voilà, de l'ouverture de l'espace public à chacun qui souhaite y venir participer aux affaires de la cité, et puis concrètement les difficultés d'impliquer au quotidien des publics sur diverses activités et divers projets. Enfin, vous avez relevé un certain nombre de contradictions, les mêmes devoirs mais pas les mêmes droits, et ça c'est fondamental, c'est-à-dire que dans une théorie de la citoyenneté démocratique, chaque citoyen est pourvu des mêmes droits, hein, sachant que certains sont exclus de la citoyenneté, hein, pendant longtemps les femmes, les mineurs, encore aujourd'hui, les étrangers, mais il y a normalement une égalité de droits au sein de cette communauté des citoyens, et en pratique finalement on se rend compte que c'est surtout pour rappeler qu'on a des devoirs, mais que les droits ne sont pas les mêmes pour chacun. Vous avez aussi mis en avant que la citoyenneté était une possibilité mais pas une injonction, ce qui est fondamental. C'est-à-dire que finalement, cette injonction qui vient du haut ne rencontre pas euh, les conditions où elle deviendrait une possibilité de participation pour des publics et des acteurs de terrain. Il y a eu un certain nombre de retours inattendus au questionnaire, que je mentionne ici parce qu'ils sont très loin d'être anecdotiques. Euh, Dans les différents groupes, vous avez rapporté par exemple que certains ont pris plus de pouvoir que d'autres dans le groupe de parole. D'autres se sont définis comme un groupe éco-citoyen, participatif, solidaire et innovant. Puis un troisième groupe proposait de remettre en question l'opposition entre Rousseau et Montesquieu. Alors ça, c'est des références, hein, comme je vous le disais, quand on parle de citoyenneté, c'est souvent
théorique ou normatif. Moi, je l'ai compris comme la démocratie directe d'une part et la démocratie représentative de l'autre, mais c'était pas du tout pour juste faire un usage comme ça savant d'un discours théorique. C'était pour dire que finalement, ce qui se joue dans cette crise en cours, c'était peut-être une nécessaire mutation et que c'est ça qui vous faisait dialoguer entre vous. Simplement, pourquoi j'ai relevé ces trois points, puisque ça signifie que au sein des groupes, vous pensez tout à fait cette question du pouvoir, de l'organisation et de certaines formes d'autogestion qui ne sont pas du tout étrangères à une certaine idée de la citoyenneté, mais qui semblent être par contre largement étrangères à l'usage qu'on fait aujourd'hui de ce terme-là. Une deuxième dimension qui ressort assez nettement de la discussion, ou des discussions que nous avons eues, tient à la portée critique du regard qu'on a sur cette notion de citoyenneté. Là encore, je reprends en partie certains des énoncés qui ont été les vôtres durant toute cet après-midi. Euh, il nous reviendrait de travailler des mots qui sont confisqués par le politique ou l'économique, comme la citoyenneté, mais ça nous fait flipper et on préfère botter en touche. Donc on se rend compte de la relation de pouvoir qui se joue autour de l'usage d'une telle notion. On avait encore d'autres types de paroles comme on parle encore moins de citoyens, mais on parle plutôt d'habitants, c'est-à-dire que ce qui se joue dans la qualification, dans le terme qu'on utilise pour parler des publics qu'on reçoit, avec lesquels on travaille. Un autre reproche fait à cette notion de citoyenneté était celui de ne pas en parler, mais le mettre en œuvre, donc une opposition forte entre discours et pratique. Et puis une impression générale que dans ce qui se joue en termes de citoyenneté, il y a souvent une disqualification de la parole politique, une forme de légitimité ôtée. On nous reproche d'être, on avait eu comme ça un échange assez drôle autour de ces gens qui qualifieraient abusivement toute prise de parole politique comme étant une prise de parole forcément communiste ou militante radicale, une forme en tout cas de disqualification de la parole politique. Euh, Certains d'entre vous nous invitaient aussi à penser à n'être pas d'accord, euh, donc pouvoir s'opposer, pouvoir dire non comme acte politique, comme acte de citoyenneté, alors qu'aujourd'hui, parler de citoyenneté, ce serait essentiellement être tous d'accord, ce serait une forme consentement, de consentement, de loyauté à un ordre établi. Euh, il y avait aussi cette idée qu'il faille penser la construction collective d'un projet avec la métaphore du tas de pierres. Chacun pourrait apporter sa petite pierre à l'édifice. Chacun devrait trouver son chemin et sa place, l'idée d'une forme d'inclusion. Tous ces énoncés renvoient finalement à des positions critiques sur la citoyenneté en tant que mot de l'ordre social et d'une certaine façon de participer en tant que sujet politique à l'ordre établi. Et l'ensemble des critiques qui ont été évoquées renvoient à d'autres critiques qu'on avait envisagées lors de la présentation. Je vous avais notamment parlé euh, de différents courants critiques. On avait évoqué la critique individualiste, une forme de critique marxiste, une critique contre-révolutionnaire. Puis il y avait aussi cette illustration issue d'une brochure émanant d'une critique libertaire ou anarchiste de l'idée de citoyenneté, donc en l'occurrence qualifiée ici de citoyennisme, où on voit ces deux citoyens siamois, avec cette phrase «L'avenir est entre vos mains» et le dessin de citoyens qui ont les mains amputées. Donc ces moignons qui témoignent d'une espèce d'impossibilité finalement de ce rôle de citoyenneté. Euh, Ce qui est marquant, c'est que ce qui se produit lorsqu'on met cette notion de citoyenneté en chantier, donc c'était les questions qui portaient sur le décalage entre notamment ce qu'on prétend faire et ce qu'on fait réellement, entre les discours et les pratiques, ça nous plonge très rapidement dans un discours critique et à portée politique. Et ça nous rappelle évidemment que la citoyenneté est une notion qui renvoie à l'organisation de la communauté politique, de la collectivité, que c'est un mode d'organisation sociale qui n'est pas universel,
qui n'est pas majoritaire non plus dans l'histoire de l'humanité et encore aujourd'hui à l'échelle planétaire. Euh, Toutes les populations ne bénéficient pas de ce statut de sujet politique. Ça renvoie en quelque sorte au pouvoir de chacun dans sa collectivité, pouvoir de participer à l'élaboration des affaires collectives. Une forme d'autodétermination qui repose sur les citoyens et non plus uniquement sur un principe extérieur, immanent, religieux, monarchique. Euh, et ça nous rappelle que dans ce cadre des sociétés dites démocratiques, on est face à cette inaltérable promesse de la citoyenneté, hein, qui voudrait que nos sociétés modernes ne soient que le produit de ce que nous en faisons. Donc cette question se pose et se repose systématiquement. Quel est le pouvoir réel des citoyens? Quels sont les citoyens qui sont exclus de ce pouvoir, de cette forme de pouvoir? Donc cette portée critique est une forme d'activité de citoyenneté. J'en profite pour glisser ici, puisque ça avait été demandé pendant la discussion, une définition de la citoyenneté, même si on a commencé par dire qu'il n'existait pas une pure ou parfaite ou immuable. J'ai cependant été chercher ici la définition qui est proposée par le CNRTL, hein, donc c'est le Centre national de ressources textuelles et lexicographiques, qui est une page libre d'accès, hein, organisée par des collègues du CNRS, donc de la recherche publique. Donc la citoyenneté, ça renvoie simplement à la qualité de citoyen, rien de plus. Mais cependant, quand on va regarder sur le nom donc de citoyen, on a d'abord l'idée que c'est avant tout le membre d'une communauté politique organisée. Donc on est vraiment dans cette idée de l'organisation politique. Il y a généralement une définition associée encore ici à la qualité de membre d'un État-nation. Donc le citoyen, ce serait le membre d'un État qui, par sa qualité de membre, bénéficie de droits civils, politiques et sociaux que l'État lui garantit. Et donc, cette qualité de membre, ces droits garantis, lui organise sa place dans la collectivité politique. Il y a aussi un certain nombre d'associations de ce terme de citoyenneté au vote, à la figure de la Révolution française, mais aussi de la Grèce antique et de Rome. Et puis, il y a des formules toutes faites d'élocution type bon citoyen ou simple citoyen, citoyen du monde ou citoyen d'honneur. Donc, on voit que même dans ces définitions à minima, il y a quand même beaucoup de normativité et c'est souvent associé à la participation en tant que membre aux institutions étatiques et à une forme privilégiée qui est celle du vote. Il est évident que ça se retrouve au niveau des pratiques locales dont on a discuté, puisque parler de citoyenneté, c'est quelque part parler de l'organisation politique et de la place de chacun, mais il s'agit plus souvent pour les pouvoirs publics de rappeler les règles de la participation telle qu'elle est convenue, ou alors dans certains secteurs, on va dire plus progressistes, où il y a à la fois des organisations militantes, des collectifs mobilisés, voire des pouvoirs publics, ça peut être aussi un appel à étendre la participation à d'autres publics, ce qui peut être en partie le cas de l'éducation populaire, hein, aller chercher des publics jeunes ou des publics exclus ou considérés comme exclus ou en voie d'exclusion. Et d'ailleurs, parler de citoyenneté, ça peut être aussi innover, proposer d'autres formes de participation. Ça nous rappelle l'importance des marges, en l'occurrence quand on travaille sur ces publics jeunes, notamment de populations euh, non nationales, qui n'ont pas la nationalité qui garantit cette pleine citoyenneté. On se rend compte que se joue particulièrement dans ces marges de la communauté des citoyens des appels à se préparer à y rentrer ou des injonctions à se conformer à ce statut-là d'exclusion de la citoyenneté qui sont souvent d'ailleurs contestés par les acteurs eux-mêmes. Donc c'est très important de regarder du côté de ces marges, de ceux qui ne sont pas pleinement ou pas directement citoyens. Euh, Tout cela nous fait penser, en tout cas tout cela nous conduit plutôt à étendre largement l'espace dans lequel on peut être un sujet politique, dans lequel on peut participer en tant que citoyen aux affaires collectives.
Il ne s'agit pas uniquement des formes canoniques, hein, comme on l'a vu, de vote, de paiement des impôts, de conscription, mais aussi des espaces associatifs, militants, ordinaires, dans lesquels cette conscience d'une portée politique de ces actes ou de ces situations peut être formulée et s'exercer. Cependant, dans tout ce qui a été échangé lors de cet après-midi, on a l'impression que la citoyenneté ne peut pas tout dire. Le terme, cette notion de citoyenneté, hein, comme membre d'une communauté politique organisée, ne peut pas tout dire sur les expériences locales que vous avez mises en avant et ce rapport à la création du commun, du collectif et tous ces mots que vous avez préféré utiliser à la place de la citoyenneté, engagement, participation, politique. Il semble qu'il y ait comme un divorce entre cette notion et son seul usage par les pouvoirs publics dans une définition assez consensuelle, assez normative, hein, notamment à destination des plus jeunes, et ce que vous envisagez vous dans votre action associative et militante. La conception dominante, qui apparaît figée, hein, d'un citoyen loyal, doté de droits et de devoirs et qui consent à participer, même si on sait que c'est une construction, qu'il y a d'autres formes de citoyenneté, tend cependant à s'imposer non seulement comme une voix forte, mais une voix qui écrase les autres. C'est la voix officielle des discours de citoyenneté. C'est vrai qu'on a tendance à penser, nous en tant que chercheurs, que cette notion est souvent contestée, elle est instable, elle est disputée par différents acteurs, collectifs, militants, simples citoyens, pouvoirs publics et même au sein des appareils politiques par différentes conceptions de ce que c'est que la citoyenneté, la participation de la population au pouvoir. Mais dans le cas qui nous a réunis cet après-midi-là, il semble que ce qui est appelé citoyenneté, c'est essentiellement la relation euh, au pouvoir public via des dispositifs dans les formes qui sont finalement aux mains de ces pouvoirs publics. Donc il n'y a pas réellement de remise en chantier de la notion de citoyenneté, il y a plutôt un évitement de la notion qu'une remise en chantier. C'est-à-dire qu'on sent bien que ce qu'on fait en termes d'engagement, de participation politique, ça pourrait se jouer en dehors de la citoyenneté. Le troisième et dernier volet de ce compte-rendu, qui essaie d'être synthétique, hein, sur l'ensemble de l'après-midi, revient sur les questions qui touchaient aux logiques d'inclusion, d'exclusion et de cadre, au sens des règles et des limites posées dans ces relations de citoyenneté. L'idée de ces questions-là, qui ont été finalement les moins peut-être les moins pertinentes dans le questionnaire, puisque celles qui ont amené le moins d'échanges et de discussions concrètes, mais l'idée générale était qu'il y a nécessairement des normes lorsqu'on propose des projets ou des formes de citoyenneté, des normes dans l'inclusion de certains participants, des règles si vous voulez. On imagine très bien certains, je sais pas, certains projets de jeunes ou certains dispositifs où il s'agit d'être régulier, d'arriver à l'heure, de parler avec une certaine correction, donc de ne pas hurler, de ne pas crier, de ne pas pleurer, de ne pas parler que de soi, mais de s'ouvrir aux autres. Toutes ces choses qui nous paraissent être des règles dites normales de la citoyenneté sont en réalité porteuses d'une normativité. Hein, éviter trop d'émotions, ne pas parler de soi mais penser l'intérêt général, être dans un débat argumenté avec des arguments rationnels et, et non pas dans le rêve ou le jeu ou toutes ces choses qui pourraient tout à fait plaire aux enfants, débattre en assemblée plutôt que faire de la musique ensemble. Voilà. Bon, l'idée c'était de réfléchir à ces formes concrètes de règles et de limites, mais ces questions n'ont pas tellement produit ces discussions. Vous avez cependant largement évoqué certaines pistes de cette normativité, hein, le besoin de respecter les opinions, la volonté d'ouvrir l'engagement à tous les publics, le fait que certains langages utilisés ou certains modes de réunion pouvaient être excluants. Donc ça, c'était vraiment
ce qui était recherché dans cette discussion. On ne l'a pas tellement approfondi, on l'a simplement évoqué. Puis vous avez globalement constaté des effets d'exclusion envers, avant tout, les populations étrangères. Donc là, il y a en plus une petite faute de frappe, excusez-moi. Donc des choses qui sont liées à la culture, à la langue, ou une cible vers essentiellement des jeunes des quartiers populaires âgés de 18 à 30 ans, et éventuellement eux-mêmes issus à différents degrés d'une expérience migratoire. Il y avait aussi ceux qui s'excluent eux-mêmes, hein, ceux qui n'ont pas envie de venir dans ces projets. Vous avez aussi mentionné les extrémistes, d'une part, ou les adeptes de la récupération politique que vous ne vouliez pas voir, ou que vous ne souhaitiez pas accueillir dans ces projets-là. Et enfin, les populations qui sont tellement exclues ou précarisées qu'elles n'ont finalement pas le loisir de venir penser d'abord aux affaires de la cité. Il y a eu ensuite beaucoup de remarques, d'échanges, de commentaires autour de la relation entre civisme et citoyenneté. Donc, globalement, certains d'entre vous se demandaient si parler de citoyenneté, est-ce que c'était uniquement parler de civisme, et d'autres remarquaient qu'effectivement, il y avait quelque chose d'extrêmement moralisateur. On se souvient de l'exemple, hein, que j'ai repris ici, proposé par l'un d'entre vous, qui oppose le civisme d'une part à la citoyenneté. Donc le civisme, ce serait aider la vieille dame à traverser la rue, hein, faire sa bonne action scout, aller au resto du cœur ou nettoyer la cour de l'école. Donc ça serait des actions de civisme. Alors que la citoyenneté, ce serait plutôt ne pas ramasser les papiers dans la cour, nécessairement, ou les ramasser peut-être, mais surtout expliquer aux enfants comment sont fabriqués les emballages, pourquoi on en produit autant et on gaspille, et avoir ce regard critique sur notre forme d'organisation sociale et collective, même si papa travaille précisément dans l'usine d'emballage. Cette opposition de civisme et citoyenneté est particulièrement visible, mais probablement parce que en tant que mouvement et association de jeunesse et d'éducation populaire, vous êtes aussi sur des publics particulièrement ciblés par ces injonctions au civisme. Un d'entre vous disait, sous forme de boutade, effectivement c'était souvent très normé, très moralisateur, hein, qu'il n'existait pas, toujours pas d'appel à projet pour brûler un centre social. Oui, non, c'est évident, mais la boutade est très parlante. Ce qu'on entend par civisme d'un point de vue général, ce serait un ensemble de qualités propres aux bons citoyens, donc des qualités morales finalement. Une morale d'un citoyen qui serait zélé, dévoué pour le bien commun, alors souvent de la nation, là, sur le site du CNRTL que je vous ai déjà évoqué, mais globalement, voilà, donc le bon citoyen, vertueux, disponible, et qui est toujours, qui participe toujours dans les formes convenues. Donc on apprendrait, sous forme de citoyenneté, on proposerait uniquement ça au public et non pas autre chose que de la loyauté et du conformisme. Euh, Tout cela nous a ramené à certaines des ambiguïtés et des ambitions également de la fabrique de la citoyenneté. Finalement, ce qui se joue dans cette médiation entre les publics, des populations, des groupes et globalement le reste de la collectivité via les dispositifs que vous portez, vous mettez en œuvre, vous soutenez, c'est en partie la question du pouvoir. Certains l'ont évoqué clairement, hein, comment lâcher du pouvoir pour les publics, comment réussir à s'effacer, finalement comment, en pensant à la citoyenneté, laisser des groupes, leur permettre de laisser des groupes venir prendre leur propre pouvoir, venir s'auto-organiser quelque part, s'auto-gérer comme une forme d'apprentissage de la citoyenneté. On a aussi évoqué c'est la difficulté de faire avec un héritage souvent lourd. Hein. Vous disiez, voilà, émancipez-vous surtout. Hein, c'est souvent un discours comme ça
d'éducation à l'esprit critique, hein, dans l'éducation à la citoyenneté, émancipez-vous, mais pas de notre héritage gaulois. Donc, ce qui suppose effectivement de penser des formes de presque des frontières culturelles, en tout cas des impensés, dont on parle peu, mais qui sont souvent implicites dans les projets et les dispositifs de citoyenneté. On a enfin évoqué la possibilité, ou non, autour de cette notion de citoyenneté telle qu'elle est mise en pratique, la possibilité de s'insurger, de refuser la situation actuelle et de prendre position pour s'engager, revendiquer, réclamer un changement dans l'ordre des choses. C'était encore une fois le cas, par exemple, des associations caritatives. Ce serait pouvoir refuser l'état de fait qui conduit ces associations à exister aujourd'hui. On avait mentionné la question, les restos du cœur. Hein. Plutôt s'insurger contre la pauvreté croissante de nos sociétés riches qui conduit à l'aberration de la permanence des restos du cœur après plusieurs décennies d'existence alors qu'elle devait être une action passagère. Et globalement, c'était aussi le constat de ne pas s'enfermer sur le domestique ou le familial. Hein. C'était voilà, ne pas uniquement accueillir des publics pour leur apprendre à gérer leur quotidien. Donc là, c'était l'exemple de apprendre à des publics à faire leur dentifrice. C'est un vrai questionnement. Hein. C'est un questionnement qui traverse tous ces projets, tous ces questionnements, tous ces débats, toutes ces disputes autour de la citoyenneté. Est-ce que partir du proche, du quotidien, du domestique, c'est s'enfermer dans quelque chose qui n'est pas de la citoyenneté, ou est-ce que ça peut être une première étape de mobilisation, de participation, qui peut ensuite s'étendre plus largement euh, à l'horizon de la vie publique ou de la cité. Il y avait beaucoup de remarques et de critiques dans les échanges qui nous ont réunis autour des possibilités d'expérimenter, de réajuster, voire de recommencer euh, dans des situations qui touchent à la citoyenneté. Ça renvoie aux questions non seulement de la critique de la citoyenneté, mais aussi de l'autocritique, et donc d'une forme d'autonomie, pouvoir penser soi-même euh, son, dans son groupe, en tant qu'individu, son rapport au pouvoir, son rapport aux autres et son rapport à l'organisation. Vous disiez, la citoyenneté c'est une possibilité mais pas une injonction, donc ce qui remettait une certaine relativité, hein, cette citoyenneté qui n'est pas la même pour tous, qui n'est pas la même tout le temps, et qui peut être un moment qui peut s'effectuer selon des conditions propices ou non. Il y avait aussi l'importance de ce cadre de la citoyenneté institutionnelle, hein, qui ferait que les revendications des jeunes ou des publics que vous accueillez sont souvent freinées. Les contraintes de temps et de moyens qui sont aussi beaucoup ressorties dans ces échanges. Finalement, le cadre de la citoyenneté, est-ce que ça peut être celui du projet, 1 an, 2 ans, 3 ans, reconduit ou pas, selon les financements ou selon l'évolution politique locale et le maintien de certaines lignes de crédit. Hein, l'un d'entre vous se posait la question de comment construire de la légitimité en 6 mois ou en 1 an sur un projet. Effectivement, la question du temps, des étapes, des processus qui ont besoin d'une certaine longueur, en tout cas de ne pas avoir ce cadre figé du temps du projet était tout à fait pertinente. Voilà, les bonnes pratiques sont celles qui prennent du temps. Et l'un d'entre vous regrettait aussi le manque de confiance vis-à-vis de ces chouettes projets qui émergent. Et on peut imaginer, voilà, qui émergent, mais dans un temps finalement trop court pour qu'on aille au-delà de juste l'émergence. Toute cette autocritique et ces possibilités en partie de réfléchir au propre cadre, éventuellement à le réajuster lorsque c'est possible, ou, euh, nous renvoie à ce qui était un des troisièmes, enfin on va dire, c'est le troisième et dernier thème, mais majeur
qui a été transversal à nos discussions lors de cette session, c'est le rapport entre l'éducation populaire et l'école sur cette question de la formation à la citoyenneté. Donc effectivement, euh, il y a, il y a il y a quelque chose de commun à l'EducPop et à l'école euh, en termes de formation à la citoyenneté. D'un point de vue théorique, c'est lié au fait que les institutions civiles et politiques, pour exister, euh, ont besoin d'avoir des citoyens formés à les utiliser. C'est cette idée que l'école va permettre euh, aux citoyens, aux jeunes citoyens, d'apprendre par la lecture, l'écriture, le calcul et une certaine morale républicaine à se hisser au niveau des affaires de la cité et devenir des citoyens autonomes pour utiliser les institutions démocratiques qui en retour les protègent en tant que citoyens. Voilà, il y aura une relation fonctionnelle entre les institutions et l'éducation des citoyens qui permettent de garantir ces institutions. Ce qui est commun également dans cette vision à l'éducation populaire à l'école, c'est bon, une certaine actualité, hein, d'une crise de la citoyenneté, notamment chez les jeunes générations, cette espèce de peur des classes laborieuses, des jeunesses populaires, qui serait une menace en partie pour l'ordre établi, hein, alors qui est complètement euh, qui est très fort, qui se retrouve très fortement sous le feu des projecteurs lorsqu'il s'agit de l'école, hein. On avait mentionné ces manifestations, ces discours je ne suis pas Charlie à l'école qui avait été très largement commentés médiatiquement, politiquement, qui avait fait l'objet de beaucoup de réactions outrées. Le fait que des adolescents n'acceptent pas une minute de silence ou un discours convenu imposé par les adultes dans le cadre de l'enceinte scolaire. Donc il y a effectivement cette actualité, mais il y a aussi des références communes, hein, entre, enfin, on a évoqué Condorcet ou Ferry, ce sont des références qui sont largement portées par ceux qui travaillent autour de l'école publique en France et qui ne sont pas étrangères à notamment au courant de l'éducation populaire qui se sont construits en complémentarité de l'école. Il est évident qu'il y a également une communauté de paradoxes entre l'EducPop et l'école sur ces questions. Euh, Ce paradoxe entre d'une part imposer quelque part à ces jeunes gens dont on a une charge éducative le consentement à l'ordre existant, tout en maintenant un discours, un projet, voire une ambition militante de leur offrir un pouvoir de transformation de ce même ordre. Donc ce paradoxe entre consentement à l'ordre et pouvoir de transformation, le consentement entre l'héritage dans lequel il faut s'inscrire et euh, l'autonomie nécessaire pour faire son propre chemin. Donc c'est ce paradoxe de l'éducation du souverain, hein. On prétend former à l'autonomie, mais en imposant un chemin et une contrainte à cette autonomie. Enfin, globalement, une citoyenneté qui est souvent instrumentalisée dans une lutte contre le désordre scolaire ou les désordres urbains dans un contexte de crise qui dure depuis plusieurs décennies, ça on l'a vu. Cependant, il semble que ce qui se passe, en tout cas à travers si on suit les discussions qu'on a partagées lors de cet après-midi, il y a des éléments qui fassent de l'éducation populaire une sorte d'alternative au monopole scolaire de la formation des citoyens. Effectivement, la multiplication des débats et des controverses autour de l'école, que ce soit la question du voile et des sorties scolaires, de la cantine, euh, des violences liées à l'institution scolaire. Bon, il y a énormément de choses. Voilà, je ne suis pas Charlie n'était qu'une manifestation, sont l'objet d'une forme d'hystérie collective euh, dès qu'un fait divers est monté en symptôme d'une crise grave
à l'école. Or, de ce côté-là, il semble que les projets d'éducation populaire puissent profiter d'une certaine discrétion, même si cette discrétion aussi le symptôme d'un manque de visibilité, d'un manque de prise en considération. Mais cette discrétion peut permettre un certain pragmatisme, des arrangements avec différents types de personnes, d'individus, selon leurs attentes, selon la manière dont ils arrivent avec déjà un bagage qui est le leur. Le deuxième élément qui nous permet d'envisager une certaine alternative est justement face à la fermeture des enceintes scolaires ces dernières décennies. On avait évoqué ce statut des associations éducatives complémentaires de l'école publique, hein, cette idée que l'école doit être un havre et un refuge qui impose une certaine sanctuarisation des enceintes scolaires. À l'opposé, les projets d'éducation populaire peuvent s'inscrire dans des territoires locaux, dans des communautés de vie où on peut essayer par des enfants d'atteindre et de mobiliser leurs parents par des questions d'hygiène ou d'alimentation, de sport. Enfin, c'est pas tant les thèmes que on peut venir faire dialoguer et faire se rencontrer les différents espaces de vie, hein, les communautés de vie des gens qui sont pris dans ces projets, et que ça peut être aussi un levier à la fois propice à faire participer certaines personnes, mais aussi à donner une certaine cohérence et ne pas couper ce que vivent les uns et les autres dans leur quotidien de ce qu'ils vivraient dans un projet dit de citoyenneté. Enfin, il semble, donc ça c'est selon les collègues, hein, les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, que derrière la notion de citoyenneté se soit réaffirmée ces derniers temps une forte autorité éducative. Il n'est pas question de faire de l'élève un citoyen scolaire comme membre à part entière d'une communauté avec un statut égal aux autres, et non, surtout pas aux adultes. Euh, à la différence de cela, de cette relation assez, assez particulière de l'autorité éducative en milieu scolaire, dans l'institution scolaire, avec ce qu'elle suppose aussi d'organisation au niveau national, euh, on peut avoir dans des associations et des projets locaux une diversité de relations adaptées aux situations et propices à nouer peut-être, si ce n'est des discussions, des contacts ou à mener certains types d'actions communes sous des formes assez différentes. Enfin, sur la question des méthodes de la pédagogie, notamment d'un long héritage des méthodes d'éducation active et ce qu'on appelait les courants d'éducation nouvelle, euh, il semble qu'il soit beaucoup plus que le champ de l'éducation populaire soit plus ouvert à des expérimentations diverses et variées. Alors, avec ce que ça suppose aussi de difficultés, hein, à devoir toujours innover, évoluer, aller chercher des références alternatives, mais en même temps avec une possibilité d'adapter les méthodes et les contenus aux situations en présence. Le dernier écueil qui est souvent soulevé par rapport à la citoyenneté à l'école, et vous trouverez si vous souhaitez suivre travailler ou développer ces questions, quelques références bibliographiques à la fin de cet exposé, à la fin de ce compte rendu, euh, c'est le fait que en milieu scolaire, on a affaire à une citoyenneté sans participation, une citoyenneté qui passe essentiellement par l'apprentissage euh, de l'instruction, de l'éducation civique, l'enseignement moral et civique, ou un ensemble de compétences, mais essentiellement de connaissances liées à l'environnement institutionnel, juridique, à l'histoire en particulier. Euh, une citoyenneté donc essentiellement, on a envie de dire, passive, reportée à plus tard, alors que, à l'inverse, dans ces espaces de l'éducation populaire, que ce soit d'abord la participation à quelque chose de collectif qui prime et qui soit la principale raison
de la mobilisation des publics. Est-ce que cela permet de dépasser certaines des contradictions? Je terminerai là-dessus en vous reproposant une citation ici de Jacques Sion, hein, donc qui est un sociologue qui a énormément travaillé sur la mobilisation, les mouvements sociaux et qui était surtout très impliqué sur les questions d'éducation populaire. Donc, il propose en 2008, dans un ouvrage qui est dédié à Geneviève Poujol, la phrase qui suit: rien n'est finalement plus contradictoire avec l'idéal démocratique que la sommation souvent faite aux bénévoles, je pense par exemple aux injonctions en direction des habitants, notamment des jeunes, des quartiers dits difficiles, de prendre en charge leurs propres affaires, tant la véritable citoyenneté demeure le droit imprescriptible de s'occuper des affaires des autres. Voilà pour terminer, comme convenu, 5 références que vous trouverez pour la plupart facilement en ligne et qui traitent chacune à leur manière d'un point de vue académique, universitaire de cette question de la citoyenneté et notamment de la citoyenneté soit en milieu scolaire, soit depuis le point de vue des jeunes ou des enfants et en tout cas dans des situations ordinaires, concrètes et pratiques qui nous permettent de mettre en tension cette notion extrêmement abstraite et théorique avec la réalité de nos expériences. Je vous